notre jolie histoire. Parce que vous le savez, chaque semaine, on vous raconte un petit bout du parcours de nos invités. Et j'avais hâte de vous recevoir aujourd'hui Gabrielle Légeret, 27 ans, une enfant du coin, on peut le dire. Vous avez grandi dans la campagne tourangelle. Où exactement ? J'ai grandi à Reny, un petit village entre Vouvray et Amboise. Alors à Reny, on imagine une enfance formidable avec des animaux, des chevaux, je crois, vous êtes cavalière. Oui. Et puis, ce dont vous raffolez aujourd'hui, ce sont les histoires. Celles du boulanger d'un petit village, d'un forgeron, d'un éleveur de chèvres, tous les savoir-faire locaux. Et vous avez multiplié les rencontres. En fait, cet hiver, on va voir quelques images. Vous ne vous êtes pas ennuyés. Vous êtes allés à la rencontre d'une multitude de personnes. Ils ont tous un savoir-faire hyper spécifique. Et vous en avez fait des podcasts. L'idée, c'était d'aller rencontrer, interviewer les gens. Pourquoi cette idée, Gabrielle ? Oui, c'est ça. Donc, De l'or dans les mains, c'est un podcast dédié au savoir-faire de nos territoires ruraux. Donc, chaque semaine, je pousse la porte d'un paysan, de l'atelier d'un artisan ou d'une manufacture. Cette idée, elle est partie d'un constat. C'est que donc, moi, j'ai grandi ici, puis je suis partie faire mes études à Paris, notamment à Sciences Po. De brillantes études, ouais. Et c'est vraiment l'idée de dire qu'il existe une véritable rupture entre le monde rural et le monde urbain, qui ne se comprennent pas forcément, qui communiquent de moins en moins, et qu'il faut la résorber parce qu'elle est dangereuse et parce qu'elle crée des fractures. Pourquoi elle est dangereuse, vous dites ? Elle est dangereuse parce que je pense que quand on ne comprend pas ce que c'est le travail d'un agriculteur et qu'on pense qu'ils sont tous des gros pollueurs, ouais. Ça peut être dangereux. Et donc l'idée avec ce podcast, c'est de partir chaque semaine à la rencontre de ces savoir-faire pour que le citadin lyonnais ou parisien, quand il prend le métro le matin, il passe 12 minutes avec un maréchal ferrant ou un éleveur bovin et qui à la fin se dise je suis content, je comprends un peu mieux ces personnes-là. Je crois qu'on a quand même une forte tentation d'avoir une vision très contemplative de la campagne. Vous voulez éviter la carte postale à tout prix, c'est ça ou pas ? Je ne veux pas du tout être dans une muséification. Ce podcast, je l'ai créé aussi parce que ces artisans, ces producteurs, ils cumulent un certain nombre d'obstacles, de défis aujourd'hui qu'il faut absolument résoudre. Ces défis, c'est un manque de visibilité. Ils n'ont pas forcément tous les codes pour bien communiquer sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas forcément non plus le temps. Un manque de moyens pour maintenir leurs outils, leurs infrastructures, qui peuvent valoir vraiment beaucoup d'argent, mais qui est nécessaire à la continuité de leur travail. Manque de moyens aussi pour innover de façon systémique, et puis aussi le gros problème de la transmission. C'est-à-dire que... Alors on en reparlera effectivement tout à l'heure parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'or dans les mains justement et des exploitations avec des produits qui se vendent, qui trouvent acheteurs, consommateurs et finalement il n'y a pas la relève forcément. Vos podcasts s'appellent donc De l'or dans les mains. L'idée c'était aussi de se dire je ne vais pas non plus faire des caricatures, je veux de vraies personnes, je veux le vrai boulanger. Je crois que tu connais d'ailleurs un peu les gens qui ont été interviewés parce que pour le moment on est plutôt sur des gens qui travaillent autour de votre village. Comment vous les choisissez ? Parce que quand on est dans une rédaction, par exemple, on fait des choix. Pourquoi lui, pourquoi pas elle ? On appelle, etc. Déjà, est-ce qu'ils vous disent oui facilement ? Et puis, comment vous les castez ? Alors, j'ai commencé vraiment autour de chez moi, autour de Reny, par ce que je connais. Puis en fait, ça s'est très vite dessiné de bouche à oreille. Ouais. Et en fait, maintenant, je commence à aller dans le Berry, dans le Loiret. Au bout d'une vingtaine de podcasts, finalement, le succès est grandissant. Oui, c'est vrai que ça marche bien. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à chaque fois que je leur propose, il y a d'abord un sentiment d'illégitimité. Ouais, pourquoi moi ? Non, mais pourquoi moi ? C'est pas forcément intéressant ce que je vais dire. Les gens s'intéressent pas à moi. Ça, c'est vraiment la première réaction qui est assez unanime. Ouais. Et après, c'est comme ça que j'ai choisi et j'essaye vraiment de problématiser parce que je veux qu'on sorte de cette image d'Épinal. Aujourd'hui, on parle des artisans, on parle des producteurs, mais on les met dans des vitrines. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a beaucoup d'images où on va chez le petit forgeron qui travaille encore avec... Le petit artisan du coin. Voilà. Le sujet, Jean-Pierre Pernaut, entre guillemets. Exactement. Ouais. Mais il faut sortir de cette image d'Épinal parce que je trouve que cette vision, elle est assez dangereuse et c'est pas ça qui va leur permettre de transmettre et qui va permettre en fait à ces savoir-faire leur continuité. Quand on sait qu'aujourd'hui, d'ici 3 ans, un agriculteur sur 3 part à la retraite et que le taux de remplacement n'est pas suffisant, on peut quand même, c'est quand même dramatique. Alors on va écouter justement un court extrait qui était dédié à Laurane, qui est d'Aurore-sur-Bois du côté de Chancé. On écoute. Et quelle est l'origine de la dorure ? Parce que c'est quelque chose que on voit dans nos châteaux, dans nos musées, partout dans une ville comme Paris quand on se balade. Et il y en avait aussi chez les Égyptiens, je crois. C'est quand même quelque chose de très très ancien. Oui, alors l'origine de la technique de la dorure à la feuille, on dit que ça remonte justement à l'Égypte antique. Les premiers exemples de dorure à la feuille
On les trouve notamment sur le tombeau de Toutankhamon. Donc, et c'est vraiment la même technique qu'on utilise encore aujourd'hui, avec certaines modifications bien sûr, mais les prémices de la technique se retrouvent à cette époque. Donc ça s'appelle de l'or dans les mains. Pas franchement un hasard si vous en êtes là aujourd'hui. On a bien compris que vous étiez rennoise. Donc votre enfance, c'est en Touraine. Ensuite, vous partez à Paris, diplômé de sciences politiques. Vous allez traverser l'Atlantique, direction New York. Vous allez y travailler. Et puis, alors là, on est bien loin du c'est meunier. pas New York, là. Pas... Non, là, c'est pas New York. Là, on est en famille. On est bien loin de l'éleveur de chèvres, du meunier. Quel est votre plan de carrière? Là, juste après, vous avez 27 ans, juste après vos études, vous dédiez à quoi? Il n'y a pas vraiment de plan de carrière. En tout cas, ce que je savais, c'est que j'avais envie d'engagement. Je pense que ça se dessinait plus vers la haute fonction publique parce que je pensais préparer les concours. Ouais. Et il se trouve que pendant mes études, en fait, j'ai contribué à créer l'association Chemin d'Avenir, Ouais. qui est une association qui accompagne et promeut les collégiens et lycéens des zones rurales et des petites villes. Ouais. Parce que j'ai vraiment eu le sentiment que quand on habitait dans une grande métropole, on n'était pas du tout dans une même égalité de destin que quand on grandit au cœur d'une grande ville. Vous avez eu ce sentiment-là quand vous étiez, vous, à Reny? Vous vous sentiez pas du tout exposé aux mêmes choses que les petits Tourangeaux? Absolument. Pas forcément. Tours est une petite métropole, mais par exemple, quand je suis arrivée à Paris et que je me suis retrouvée en Hippocagne avec des gens qui avaient grandi à Paris et qui allaient au musée et au cinéma tous les Régulièrement, week-ends, ouais. et qui avaient aussi accès à des opportunités académiques que j'avais pas, Ouais. par exemple, pour préparer un concours. Il y avait une petite déconnexion. Il y avait un décalage et qui est difficile en fait à rattraper. Ouais. Et vraiment la question de la mobilité, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre parce que quand on habite dans un petit village loin d'une grande métropole, qu'on rêve de devenir journaliste, pour faire un stage à la Nouvelle République, il faut que les parents aient le réseau suffisant, il faut que les parents puissent les amener. Ensuite, quand on veut faire une école de journalisme, il faut avoir les moyens d'habiter, enfin de partir de chez ses parents en fait et d'avoir les moyens de financer un logement. Et tous ces obstacles s'enchaînent et freinent les jeunes dans leur aspiration. Donc, Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à Chemin d'Avenir. Voilà. Un côté militant quand même à Chemin d'Avenir. Oui, oui, absolument. C'est l'idée de se dire qu'il faut absolument qu'il y ait une prise en considération de la situation des jeunes ruraux qui représentent quand même 65% de la jeunesse française. Ouais. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait aucun dispositif qui leur était destiné et les dispositifs d'égalité des chances ne leur étaient pas bénéfiques. Vous avez 27 ans, vous avez de l'or dans la voix, en tout cas au bout du micro que vous tendez aux gens. Vous connaissez bien la campagne, les problématiques, on l'a bien compris, puis on le sent aussi dans votre engagement. On va voir quelques images pour terminer cette interview. C'est un monsieur qui habite, je crois, du côté de Neuilly-le-Lierre. Il élève des petites chèvres, là vous les avez sur les genoux, et vous faites ce constat assez triste, on le disait. Ce monsieur fait du travail pour lequel il est rétribué, il y a une vraie clientèle en face, mais il n'y aura pas de relève. Est-ce que vous, l'idée du podcast, c'est vraiment de faire revenir les gens, d'abord de leur faire comprendre la campagne et de les faire revenir dans cette campagne où vous avez envie de revenir aussi, puisque vous venez d'acheter une maison que vous allez refaire, que vous allez réhabiliter avec vos parents, c'est ça? Vous aussi, vous avez fait votre retour à la campagne. Il y a deux questions en une. En tout cas, débrouillez-vous. je pense que ce qui est important, c'est de permettre aux jeunes de partir très facilement de leur territoire, que ce soit dans une autre région de France ou à l'étranger, pour développer de nouvelles compétences, pour voir ce qui se passe ailleurs, et ensuite avoir la possibilité, et c'est pas une injonction, mais la possibilité et l'envie de revenir chez eux. Je pense à un ami qui revient reprendre l'exploitation agricole de son père, après avoir fait un tour de France, des initiatives qui existaient en maraîchage bio, en élevage bovin bio, pour en fait permettre un renouveau, mais en ayant aussi bougé. On préfère Paris, la campagne, quand on a 27 ans, si vous deviez faire un choix? Pourquoi choisir? Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être venue dans cette émission. Et je rappelle, votre podcast, ça s'appelle De l'or dans les mains. On le retrouve sur delordanslesmains.com.